Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons le professeur John Andrew Moreau, l'auteur de l'ouvrage The Legacy of Louis Riel, Leader of the Métis People. Dans son livre, vous examinez la pensée politique, culturelle, identitaire de Louis Riel, ainsi que le développement historique du peuple métis d'Amérique du Nord. Professeur Moreau, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir discuter de Louis Riel, qui demeure l'une des figures les plus fascinantes et les plus complexes de l'histoire nord-américaine. Riel n'est pas seulement un personnage historique, il est aussi un penseur politique, un théologien, un poète et un défenseur de la nation métisse. Lorsqu'on examine ses écrits, ses discours et ses lettres, on découvre un homme profondément engagé dans la réflexion sur l'identité, la nation et la justice. Il ne s'agissait pas seulement pour lui de défendre les droits politiques immédiats des Métis. Il cherchait aussi à définir ce qu'était le peuple métis et quelle place ce peuple devait occuper dans l'histoire. Pour comprendre Riel, il faut donc comprendre l'histoire longue du métissage en Amérique du Nord, les relations entre les peuples autochtones et les Européens, ainsi que la formation progressive d'une société métisse dotée de sa propre culture, de sa propre mémoire et de sa propre conscience collective. Puis, on parle souvent de Louis Riel comme une figure fondatrice du peuple métis. Pourtant, vous insistez sur le fait qu'il n'est pas le premier métis. Pourquoi ça? Il est très important de corriger cette idée reçue. Louis Riel n'est pas le premier Métis. Les Métis existaient bien avant sa naissance et lui-même n'a jamais prétendu être l'origine du peuple Métis. Le métissage en Amérique du Nord commence dès les premiers contacts entre Européens et Autochtones. Dès le 16e siècle et surtout au 17e siècle, les explorateurs, commerçants et missionnaires européens entrent en relation avec les peuples autochtones. Ces relations ne sont pas seulement commerciales ou diplomatiques, elles deviennent souvent familiales. Des voyageurs et des coureurs des bois français contractent des unions avec des femmes autochtones à la façon du pays. Ces unions donnent naissance à des enfants qui appartiennent à deux univers culturels. Au fil du temps, ces enfants ne restent pas simplement des individus métissés. Ils forment des communautés. Ces communautés développent des réseaux de parenté, des pratiques économiques communes, une culture hybride et progressivement une conscience collective. C'est ce processus que les historiens appellent l'ethnogénèse. Lorsque Louis Riel naît en 1844 à la Rivière-Rouge, la société métisse possède déjà plusieurs générations d'histoire, même des siècles d'histoire. Elle possède ses chefs, ses traditions politiques, ses pratiques culturelles et ses réseaux familiaux. Riel ne crée donc pas le peuple métis. Ce qu'il fait, c'est autre chose. Il comprend que ce peuple consiste une nation. Avant ça, c'était il s'agissait d'un peuple, hein, d'un peuple. Alors, oui. Alors, il comprend que ce peuple constitue une nation. Il devient le porte-parole intellectuel et politique de cette nation. Donc, ces communautés existaient déjà avant lui. Oui, 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 oui. Et cela est historiquement fondamental. Beaucoup de gens pensent que les Métis apparaissent uniquement dans l'Ouest canadien. En réalité, les racines du peuple métis remontent beaucoup plus loin et beaucoup plus à l'Est.
Les premières communautés métisses apparaissent dans les régions où les contacts entre Européens et Autochtones sont les plus anciens, notamment en Acadie et au Québec. Dans ces régions, les mariages entre colons français et femmes autochtones, et aussi, il y a des cas euh, de femmes françaises qui ont épousé des hommes autochtones aussi, sont relativement fréquents. C'était même encouragé. Les enfants issus de ces unions grandissent dans des contextes culturels hybrides. Ils parlent souvent plusieurs langues. Les Métis, on est bilingue, on est trilingue, on est polyglotte, euh, multilingue historiquement. Ils participent au réseau de commerce, ils développent des alliances familiales étendues. Au fil du temps, certaines de ces populations se déplacent vers l'intérieur du continent, notamment dans le contexte de la traite des fourrures. Ce mouvement contribue à la formation des communautés métisses de l'Ouest. Ainsi, lorsque la société métisse de la Rivière-Rouge émerge au 18e et 19e siècle, elle est déjà héritière d'un processus historique beaucoup plus ancien. Bon, comment que Louis Riel se définissait lui-même? Louis Riel se définissait avant tout comme métis. Cependant, ses écrits montrent qu'il utilisait plusieurs termes pour parler de son peuple. Il parle parfois des bois brûlés, parfois des half-breeds ou des sans-mêlés, parfois des métis canadiens ou encore des métis français. Mais il insiste très clairement sur l'importance du nom métis. Dans l'un de ses textes politiques, il écrit: Je désire que ce nom distinctif soit le nom métis que nous avons toujours porté. Je crois que le nom métis est de nature à favoriser la fondation d'une puissante nationalité dans le Manitoba et le Nord-Ouest. Cette phrase est extrêmement révélatrice. Riel comprend que le nom métis n'est pas seulement une description biologique, c'est un concept politique. Il ajoute également: le nom métis signifie mélange. Mais ce mélange, pour lui, ne se limite pas au sang, il est aussi historique, culturel et politique. Dans un autre passage célèbre, il écrit: Le métis s'en tient à son nom de race. Il ne s'occupe à quel degré de mélange il possède son sang indien et son sang européen. Franchement, on s'en fiche. Pour peu qu'il ait de l'un ou de l'autre, il dit: Je suis métis et c'est fini. Cette déclaration est remarquablement moderne. Elle rejette explicitement les logiques raciales qui cherchent à mesurer l'identité en fractions de sang ou ce qu'on appelle en anglais blood quantum. Est-ce que était-il fier de son héritage autochtone? Oui, très clairement. Riel revendique son ascendance autochtone et insiste sur la dignité de cet héritage. Dans un passage particulièrement frappant, il écrit: C'est vrai que notre origine sauvage est humble, mais il est juste que nous honorions nos mères aussi bien que nos pères. Cette phrase est extrêmement importante. Elle rappelle que le peuple métis est né de l'union entre des hommes européens et des femmes autochtones et vice-versa. Riel insiste sur le fait que ces mères autochtones doivent être honorées. Dans l'un de ses poèmes, il exprime également sa fierté de manière très personnelle. Le sang indien brille en moi et je loue mes ancêtres.
Cette déclaration est profondément significative. Elle montre que Riel ne cherche pas à nier son héritage autochtone pour se rapprocher de l'Europe. Au contraire, il affirme que cet héritage fait partie intégrante de son identité. Excellent. Dans vos recherches, vous expliquez que Louis Riel avait une conception assez précise de ce qui définissait l'identité métis. Quels étaient, selon lui, les marqueurs de cette identité? Excellente question. Lorsqu'on lit attentivement les écrits de Louis Riel, et franchement, qui fait ça? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Ses lettres, ses poèmes, ses manifestes politiques. Mais ils devraient lire. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Alors, quand on lit attentivement les écrits de Louis Riel, ses lettres, ses poèmes, ses manifestes politiques et ses réflexions personnelles, on constate qu'il développe une conception relativement sophistiquée de l'identité métisse. Cette conception dépasse largement les simples définitions biologiques du métissage et les définitions politiques aussi, très récentes, soyons francs. Pour Riel, l'identité métisse repose sur plusieurs dimensions fondamentales. La première est évidemment l'ascendance. Les Métis descendent historiquement d'un parent européen et d'un parent autochtone. Mais Riel insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'identité métisse ne peut pas être réduite à un calcul biologique. Comme je l'ai mentionné précédemment, il écrit: le métis s'en tient à son nom de race. Il ne s'occupe à quel degré de mélange il possède son sang indien et son sang européen. Pour peu qu'il ait de l'un ou de l'autre, il dit: je suis métis et c'est fini. Cette phrase est essentielle car elle rejette explicitement l'obsession raciale du 19e siècle pour les fractions de sang. Mais pour Riel, l'identité métisse ne repose pas seulement sur l'ascendance, elle repose également sur plusieurs autres éléments. La parenté, la mémoire historique, la culture et la conscience collective. Il comprend que les Métis ne sont pas seulement un groupe de personnes ayant une origine mixte, ils constituent une communauté historique. Cette communauté possède une mémoire commune, une expérience politique partagée et un sentiment d'appartenance. Dans plusieurs textes, Riel insiste sur le fait que les Métis doivent préserver leur identité collective. Il écrit notamment que le nom Métis est essentiel parce qu'il permet l'émergence d'une nationalité. Il affirme: je crois que le nom Métis est de nature à favoriser la fondation d'une puissante nationalité dans le Manitoba et le Nord-Ouest. Ainsi, pour Riel, l'identité métisse ne se limite pas à l'origine biologique, elle repose sur l'existence d'un peuple doté d'une histoire et d'une conscience nationale. Et quoi sont les marqueurs d'identité métisse pertinents au 21e siècle? Au début du 21e siècle, je considère que les marqueurs de l'identité métisse restent très pertinents. D'abord, ils me permettent de reconnaître l'origine particulière du peuple métis, ici issu du mélange entre les Européens et les Premières Nations, mais devenu avec le temps un peuple distinct, avec sa propre culture, sa langue et son histoire. Ensuite, ces marqueurs sont importants parce qu'ils renforcent le sentiment d'appartenance. Même si les métiers ont parfois utilisé différents noms pour se décrire dans l'histoire, le terme métis est devenu un symbole commun qui rassemble la communauté et lui donne une identité collective claire. De plus, ces éléments identitaires sont essentiels pour la reconnaissance politique et juridique des métis aujourd'hui. En affirmant leur identité, les Métis peuvent continuer à revendiquer leurs droits, leur territoire et leur place
dans la société canadienne. Enfin, dans un contexte où beaucoup de familles métisses ont longtemps caché leur identité à cause du racisme et de la discrimination, réaffirmer ces marqueurs au 21e siècle permet de redécouvrir et de valoriser cet héritage culturel. Ainsi, les marqueurs de l'identité métisse demeurent essentiels aujourd'hui, car ils permettent à la fois de préserver la mémoire historique du peuple métis, de renforcer l'unité de la communauté, pas la division, et de soutenir la lutte pour la reconnaissance et les droits. Dans tout ça, est-ce que Riel était anti-blanc? Ah, comment est-ce qu'il peut être anti-blanc en étant principalement blanc de façon génétique? Il était 75% blanc. Même si on a une goutte de sang autochtone, on est fier de nos origines, on rend hommage à nos ancêtres. On est fier de nos aïeux français et autochtones. Et c'est quelque chose qu'on a appris des Autochtones, ça. Rendre hommage à nos ancêtres. Louis Riel n'était pas anti-blanc. Au contraire, ses écrits démontrent qu'il reconnaissait lui-même ses origines européennes et qu'il voyait aussi des qualités chez les Blancs. Par exemple, il admet clairement que son identité est en partie européenne quand il écrit « La plus grande partie de mon sang était blanche ». De plus, Riel reconnaît que les Blancs possèdent certains avantages dans la société. Il écrit par exemple quant au bien de l'esprit, les Blancs ont sur les métis canadiens-français l'avantage d'être plus savants. Ben, pas plus intelligents, hein, plus savants dans le sens qu'il y avait plus d'éducation. Et ça sert à quelque chose. Plus artistes, plus expérimentés, plus travaillants, plus constants, plus tempérants, plus économes, plus disciplinés, plus soigneux. Ben, je ne suis pas complètement d'accord avec sa vision des choses, OK? Mais ça démontre qu'il n'était pas anti-blanc. Il voyait beaucoup de qualités. Il voyait beaucoup de qualités dans les Autochtones et dans les métiers aussi. Alors, tu sais, écoute, euh, c'est vraiment grave de prendre n'importe quel homme et le transformer en demi-dieu ou en Dieu, OK? Même s'il pensait qu'il était le Messie, il n'était pas le Messie. OK? On ne va pas le traiter comme s'il était Dieu. Il était un être humain. Il n'était pas parfait. On peut le critiquer. OK? Bon. Ben, selon certaines personnes, on ne peut rien critiquer, sinon ils veulent nous pendre. Mais nous autres, tu sais, on est Ouais. plus savants. OK? Alors, pour moi, ces citations montrent que Riel ne rejetait pas les Blancs. Il reconnaissait qu'il avait lui-même du sang européen et il admettait certaines qualités chez eux. Son combat n'était donc pas contre les Blancs en général, mais plutôt contre les injustices politiques et l'oppression qui menaçait les droits des Métis et des peuples autochtones. Ainsi, je peux conclure que Riel n'était pas anti-blanc, il défendait surtout la justice et les droits de son peuple tout en reconnaissant son héritage mixte. Ben, on sait que Riel il a voyagé beaucoup. Puis dans son séjour aux États-Unis, il s'identifiait comme blanc. Pourquoi ça? Pendant son séjour aux États-Unis, Louis Riel s'identifie parfois comme blanc. OK. Parmi les Autochtones, il disait qu'il était autochtone. Parmi les Métis, il disait qu'il était métis. Parmi les Noirs, il ne pouvait pas dire qu'il était noir. Mais Non. parmi les Blancs, il disait qu'il était blanc. Mais cela, ça s'explique surtout par le contexte politique et les catégories raciales imposées par le gouvernement américain. À cette époque, les catégories officielles étaient très limitées. Il fallait que tu choisisses Indian, Chinese, Black, Mulatto ou White. Et il n'existait pas de catégorie pour les métiers. Et aux États-Unis, c'est le même problème. Alors, il y a plus d'1 million de métiers aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Ça dit
white, having origins in Europe or the Middle East. OK? Bien sûr, ça dit noir et ça dit autochtone. Alors, les Métis ici, ils sont pognés. Est-ce qu'ils disent qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils disent qu'ils sont autochtones? Des fois, tu sais, ils mettent blanc, ils mettent aussi autochtone. S'ils ont un peu de sang hispanique, parce que, tu sais, il y a des Métis qui sont mélangés avec les hispaniques, ils mettent hispanique. Bon, il n'y a pas de catégorie. Alors, bon, il fallait qu'ils choisissent quelque chose. Choisir autochtone, ça veut dire, bon, euh, on t'embarque et on t'amène, on va t'amener dans le camp de concentration, hein? On va t'envoyer sur la réserve indienne. Il n'y avait aucun droit de politique, il n'y aurait pas eu le droit de voter. Et en plus, les Autochtones, à cette époque-là, n'avaient pas le droit d'être citoyens. Okay? Il n'était pas citoyen des États-Unis. Et lui, il est devenu, s'il voulait devenir citoyen américain, et il est devenu citoyen américain, ben, il ne pouvait pas mettre autochtone. Il n'y avait pas le choix. Alors, dans cette situation, s'identifier comme Indien aurait entraîné des conséquences très graves. Cela aurait pu lui enlever certains droits civiques et même rendre impossible la citoyenneté ou le droit de vote. C'est pourquoi il a parfois choisi de se déclarer blanc, puisque comme métis, il avait réellement une ascendance européenne. Des fois, on accuse les métis de mentir, OK? Mais c'est pas mentir. I mean, si t'es de souche canadienne-française et tu mets canadien-français ou tu mets européen ou tu mets blanc, tu mens pas. Si tu mets que tu es autochtone, tu mens pas non plus. Euh, bon, c'est que ce sont des catégories qui nous ont été imposées. Riel lui-même reconnaît ce mélange lorsqu'il explique que les Métis sont issus de deux origines. Les Métis ont pour ancêtre paternel les employés de la Compagnie de la baie du Son et de la Compagnie du Nord-Ouest, euh, et pour ancêtre maternel des sauvagesses indiennes appartenant aux diverses tribus. Il faut se souvenir que sauvage et sauvagesse, ça voulait simplement dire indien, indienne, autochtone, indigène, aborigène. Ça n'avait pas le sens péjoratif qu'on donne à notre époque. Alors, il ne faut pas dire qu'il était raciste et que he wasn't politically correct. Non. Non, ouais. Il reconnaît aussi clairement la part européenne de son identité. Dans son discours au jury, il affirme que la plus grande partie de mon cœur et de mon sang était blanche. Pour moi, cela montre que Riel ne niait pas son identité métisse. Il savait qu'il était à la fois d'origine européenne et autochtone. Cependant, dans le contexte, les lois et les classifications raciales américaines, il pouvait s'identifier comme blanc pour des raisons pratiques et politiques, tout en continuant de défendre les droits des Métis et des peuples autochtones. Il défendait aussi les droits des colons blancs aux États-Unis. Je dois poser ici pour mentionner quelque chose. Historiquement, les Canadiens français et les Irlandais n'étaient pas considérés blancs. OK? Alors, les Canadiens, les Anglais, les Britanniques ne considéraient pas les Irlandais et les Canadiens français comme étant de race blanche. Alors, il faut faire très attention, OK, quand on parle de blanc. À cette époque-là, ça voulait dire anglo-saxon protestant. OK? Les Italiens, jusqu'à récemment, d'un point de vue historique, ils n'étaient pas acceptés comme blancs. Euh, les Hispaniques, il y a eu des périodes qu'on les traitait comme s'ils étaient blancs et d'autres périodes qu'ils n'étaient pas blancs. Les Maghrébins et les gens du Moyen-Orient, il y a eu des périodes, c'était des blancs, mais à l'instant, ils sont considérés comme, Caucasian, de race blanche, de la même souche. Mais toutes ces catégories-là, c'est si idiot et c'est imbécile. En tout cas, oui, bon. Oui, 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 oui. Là, Qu'est-ce que je vais ajouter? Oui.
Certains métis de l'Ouest, certains sans-mêlés de l'Ouest, c'est-à-dire les English half-breeds ou les country-born, disent que les métis de l'Est sont des Blancs qui jouent aux Indiens, que les métis de l'Est sont des changeurs de race. Ah oui. Louis Riel a déclaré qu'il était un natif, un sauvage, un homme avec du sang indien, un métis original, un aborigène métis, un Français, un Canadien français, un métis Canadien français, un métis celte, un sang mêlé, un bois brûlé et un blanc. Ben, si c'est le cas, Louis Riel lui-même était un race shifter ou changeur de race. On dit qu'il y a des gens qui sont cons, des imbéciles qui n'ont jamais lu les écrits de Louis Riel et de Gabriel Dumont. Selon Gabriel Dumont, le chef militaire des Métis, le Québec était sa patrie. Gabriel Dumont décrivait le Québec comme la patrie de la famille des Métis, un lieu auquel ils étaient liés par l'histoire, la culture, la religion et le sang. Dans mon livre, j'explique que Dumont insistait constamment sur les liens indissoluble entre les Canadiens français du Québec et les Métis français de l'Ouest. Son propre grand-père venait du Québec et il considérait les Canadiens français comme les parents des Métis. Lorsqu'il visita le Québec après la Résistance de 1885, Dumont exprima clairement ce sentiment d'appartenance. Il déclara: Depuis que j'ai quitté Batoche après la guerre, j'ai toujours eu envie de venir dans cette province de Québec chez nos gens. Ah,